Bon, les gars, Macron est devenu fou. À l'heure où on vous enregistre ce podcast, il a fait une déclaration hier où il disait que nous ne toucherions plus les dividendes de la paix. Alors déjà qu'on a du mal à toucher les dividendes tout court parce qu'en fait on est surtaxé en France. Maintenant il s'agirait d'aller se battre contre les Popov. Bon, je suis moyennement chaud et moyennement convaincu de la faisabilité de la chose, mais heureusement rien n'est perdu car j'ai toujours mon compère de toujours, Moss Mayorum. Comment ça va, Moss ? Eh ben ça va, j'ai été tout aussi surpris que toi. Je crois même que j'étais surpris avant toi parce que c'est moi qui t'ai dit oui, il y a eu des dingueries dans cette discussion. Je n'ai pas tout compris. J'avais oublié que Macron allait parler en fait. Parce que en fait, j'étais trop occupé à produire du PIB pour payer les retraites de Bernard et Josiane, donc je travaillais jusqu'à 20h, 20h30. Et là, monsieur Mayorum me fait un message en me disant mais attends, Macron a dit que je n'allais plus toucher les dividendes de la paix. Et moi, dès que t'as dit dividendes, Macron, je me suis dit où il y a une couille. Et donc je suis allé voir et j'ai vu qu'il ne s'agissait pas de la couille que je pensais, mais d'une autre très proche. Ouais, bah écoute, je pense que ça va se rejoindre les deux sujets, hein, le sujet économique et le sujet géopolitique. En tout cas, c'est vrai que c'était une annonce un peu spéciale, avec une ambiance un peu lourde. Je sais pas comment. Ouais, volontairement lourde. Il joue sur la peur des gens, c'est évident. Anxieuse, où c'était censé être un moment pour nous rassurer. Et en fait, en définitive, plus le temps passait, et moi je me sentais rassuré en écoutant ça. Mais je pense que son but n'a jamais été de te rassurer. Son but est de flatter le côté un peu va-t-en-guerre et combattant de la liberté fantasmé des boomers et des golems les plus argileux qui soient. Et donc il t'a fait un speech en fait qui vise à mettre les Français sur le pied de guerre en jouant sur leur fibre cocorico qui est très très développée, en leur faisant oublier que bon, on est strictement hors d'état de tenir une guerre de haute intensité entre puissances plus de 24 heures. Et qu'en plus la dernière génération à avoir fait son service militaire doit avoir 45 ou 50 ans aujourd'hui, donc c'est à dire que si demain il faut aller se taper en Ukraine, on est un peu dans la sauce. Ouais, il y a ça. Alors je sais pas si ça noté aussi, moi j'ai noté ça avec beaucoup d'intérêt et un peu de gourmandise, je cache pas, l'espèce de pas de deux qu'il a fait entre l'Europe et la France, c'est à dire que on allait réagir en européen, mais par contre, quand il s'agissait de ranimer en toi quelque chose, là d'un seul coup, ça redevenait très franco-français, c'était très la patrie, la nation, tout ça. Et il y avait cette espèce d'alternance entre oui, mais nous allons mettre tout en œuvre au niveau européen, mais nous allons tenir en tant que Français. Ah bon, d'accord. Ouais, mais c'est comme d'habitude, c'est le fameux en même temps de Macron, ça on le présente plus. 8 ans de sodomie, on commence à être habitué à ce genre de petites enculeries. J'allais dire entre amis, mais pas vraiment entre amis, entre ennemis politiques. Mais en tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est que ça nous a inspiré un sujet du jour qui résonnera avec l'actualité, puisque on avait envie de parler, justement, lié à toutes ces carabistouilles en Ukraine, on avait envie de parler des rapports entre littérature et diplomatie, puisque, mine de rien, il y a eu quand même beaucoup de choses à travers l'histoire, ces deux sujets qui se sont imbriqués, on n'y penserait pas forcément au premier abord, et donc je te propose qu'on utilise ça comme fil rouge aujourd'hui pour parler de bons textes, de bons auteurs, et puis peut-être un peu d'actualité. Est-ce que ça te va ? Eh ben, ça me paraît très bien, et je trouve, ce sujet me semble assez original, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de gens qui l'aient traité, et bon bah, non, allons-y. Non, pas... Ouais, écoute, moi j'ai envie de dire allons-y quoi. Est-ce que tu veux juste avant nous faire la petite semaine de Monsieur Mayorum et nous parler un peu de ce qui se passe aux éditions Carmin ? Alors, aux éditions Carmin, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, d'ici peu, alors je ne peux pas donner une date, mais je pense que ça sera sorti au moment où le podcast sera disponible, il devrait y avoir une vidéo de Charles Gave sur le dernier livre de Thomas Sowell, qui est enregistré à ma connaissance à l'heure où on se parle, mais pas encore tourné. Et puis moi pour ma part, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à toute la partie prochaine campagne, puisque on a 2 livres de Roger Scruton qui vont bientôt arriver, donc je suis petit à petit en train de préparer tout ça. J'ai fait un premier brouillon de couverture, je suis en train de voir, j'aimerais bien mettre un petit peu de dorure en plus sur la couverture, alors c'est pas encore complètement décidé. Tu fais péter le bling, tu fais péter le bling. Bah écoute, je réfléchis à ça, voilà, tu vois, moi je me dis ça pourrait être intéressant. C'est fascinant parce qu'en fait t'es à un niveau où tu te dis, quitte à pas toucher de dividendes, au moins je vais régaler les lecteurs, je mets tout le PIB que j'aurais dû toucher dans le produit quoi. Exactement, non, et puis surtout en fait parce que l'un des 2 textes de Roger Scruton, c'est The Face of God,
Le visage de Dieu. Et je me dis que c'est un livre qui mérite une couverture vraiment de l'autre monde, quoi. Enfin, je vois. Voilà. Donc j'ai envie de mettre le paquet dessus. Je suis en train de voir la faisabilité de ça, parce qu'en fait, il y a des contraintes. Alors je vous passe un petit peu les détails techniques, mais faire des dorures, il y a au moins 2 manières de le faire. Il y a une version avec du gaufrage et une version sans gaufrage. Celle qui est avec le gaufrage me paraît plus jolie. Mais elle ne permet des détails que d'une certaine finesse, et du coup je suis en train de vérifier que c'est bien compatible avec ce qu'on a envie de faire. Enfin bref, il y a des détails techniques. Donc ça a réveillé ton autisme a été réveillé. Exactement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. et toi, côté Giberne, qu'est-ce qui se passe de beau? Raconte-moi. Alors, plein de choses. Déjà, j'ai eu des belles avancées pour un projet qui tient à cœur à un certain nombre de gens qui suivent l'actualité de la maison, c'est-à-dire le projet Héritage. C'est en bonne voie pour des premiers titres, et j'ai récupéré pas mal de données, de contacts extrêmement utiles pour lancer les opérations. Donc, c'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. Ça, c'est une bonne avancée de la semaine dernière, enfin depuis le dernier enregistrement. Et puis cette semaine, en début de semaine, qu'est-ce que j'ai eu d'intéressant? J'ai commencé à négocier avec des auteurs qui pourraient rejoindre le catalogue de la maison pour 2026, parce que oui, 2025 est déjà booké de partout. Vous allez avoir plein de textes super. Et ça m'amène notamment à vous parler du prochain livre qui sortira début avril prochain, et qui sera donc de la science-fiction. On aura l'occasion d'en reparler ici même, mais préparez-vous. Si vous n'êtes pas à jour des publications de la Giberne, c'est le moment de foncer, parce que on va encore passer une vitesse. Et puis je pense que ce sera suivi de petites surprises diverses et variées que je vous posterai sur les différents réseaux du SAR. Donc voilà, abonnez-vous aussi à ça si c'est pas déjà fait. Bref, suivez la Giberne de partout, embrassez la Giberne, rejoignez la Giberne, parce que ça va être complètement épique. Et bah écoute, je trouve qu'on fait un bon petit chemin avec nos maisons, malgré l'État, malgré le silence des médias, malgré les retraites des boomers, nous arrivons à quelque chose. Je suis quand même très fier de nous. Ah oui, il y a un autre truc aussi que j'ai pas signalé, enfin, où tu me dis si jamais je l'ai dit la semaine dernière, mais je crois pas. Dis-moi. C'est que un certain Rémi Brague a déposé nos livres à l'Académie française. Oui, tu l'as dit, et c'est une très bonne chose. Côté formidable. Institut Sciences Morales et Politiques. Et je trouve que c'est assez incroyable quand tu y penses, qu'une maison d'édition qui a 3 ans d'existence arrive à propulser des bouquins dans la bibliothèque de l'Académie française. Enfin, donc, les gens qui nous écoutent, vous participez bien, à des trucs qui sont quand même assez incroyables. Et je veux pas me vanter, mais je crois qu'il n'y a aucun youtubeur, entre guillemets, ou influenceur qui en a fait autant. Quel que soit le camp politique ou quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs. Ouais, c'est super cool. Alors, c'est pas pour jouer à qui a la plus grosse, mais moi, ça me rappelle un truc que j'ai oublié de dire. C'est que on est en négociation actuellement à la Giberne pour un partenariat avec la librairie française de Pékin, qui est à propos des Noces de Terre. Vous savez, le roman qui se passe dans la Chine de l'époque, disons, de la guerre civile entre nationalistes et communistes, featuring les Japonais qui se mettent dedans. Et c'est-à-dire que la responsable de la librairie a adoré le bouquin, elle l'a lu, et donc là, on est en train de voir si on peut pas le proposer aux expatriés français qui sont là-bas, mais aussi l'utiliser dans le cadre d'événements, disons, diplomatiques ou culturo-diplomatiques. Ça rejoint notre sujet du jour, entre la France et la Chine. Voilà, donc c'est un gros événement, il y a beaucoup de gens qui sont dedans, la moitié parle pas français, donc c'est assez compliqué de négocier les choses, mais tout le monde a un anglais à peu près correct, au moins un français ou un anglais correct jusqu'à présent, donc voilà, il reste quelque chose de l'impérialisme occidental, ça nous sauve. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant si ça se fait, mais en tout cas, je crois qu'à ma connaissance, aucun youtubeur / influenceur n'a envoyé de livres en grande quantité en Chine, donc voilà, on va peut-être s'y mettre, on va peut-être ouvrir le bal. Eh ben écoute, c'est fantastique, et je te propose que nous lancions un petit générique. C'est parti, générique. Regagnez le carré! Feu! Alors, monsieur Mayorum, par quoi veux-tu commencer? Veux-tu nous parler des grands mémorialistes du XVIIe siècle? Est-ce que tu veux nous parler de Chateaubriand? Est-ce que tu veux nous parler de Romain Gary? Est-ce que tu veux nous parler des rapports entre la France et la Russie, des voyages diplomatiques d'auteurs? De quoi veux-tu nous parler en premier pour commencer? Écoute, tu vois, quand j'ai réfléchi à ce sujet, je me suis dit qu'il y avait un gars que tu n'avais pas mentionné, que j'avais pas forcément non plus pensé à mettre en avant tout de suite,
Et en même temps, c'est un peu l'incarnation du diplomate à la française, dans ses bons et ses mauvais côtés. C'est un certain Talleyrand que tu dois forcément connaître, parce que bien sûr, la chaîne du bien Hussard... sûr, de la merde dans un bas de soie. Exactement. Et je me suis dit que ça serait peut-être la bonne amorce, en fait, pour cette discussion, parce que quelque part, c'est un petit peu l'incarnation à la fois des points forts de tous les gens qui font de la diplomatie, c'est-à-dire un peu cette ruse, cette élégance, cette manière de subtilement retourner sa veste sans que trop de monde s'en aperçoive, cette longévité politique qui te permet de passer 7 régimes politiques différents en 30 ans sans jamais prendre une ride et sans jamais être... voilà. Ce côté, j'arrive toujours à me rendre indispensable à la marche des affaires courantes, et Talleyrand a écrit des mémoires que tu as peut-être eu toi aussi. Moi, il me semble, alors je crois qu'ils sont pas chez moi, ils doivent être chez mes grands-parents, mais j'avais un tome de ses mémoires qui c'est cette espèce de superbe collection avec des dorures partout, qui est bon. Voilà. Et donc je sais pas si toi tu les as lus, ces mémoires, ou si le personnage de Talleyrand t'inspire quelque chose. Je les ai pas lus, mais je connais bien sûr le personnage de Talleyrand, et j'ai eu ses mémoires entre les mains. C'est juste que je les ai pas lus, ça fait partie des 50 milliards de bouquins que je devrais lire dans un monde parfait, mais que voilà, la littérature étant un océan, je l'ai pas dessus. Talleyrand, en fait, ce qui est fascinant, il y a plein de choses qui sont fascinantes dessus. C'est déjà qu'il a eu une carrière absolument incroyable, qu'on peut détester à juste raison d'ailleurs, parce qu'il y a des éléments hautement détestables chez lui. Mais ce qui est vraiment fascinant chez Talleyrand, c'est aussi ses bons mots, ses réparties, ses répliques, voilà. Et puis c'est un personnage aussi qui au-delà de ce qu'il a pu écrire lui-même, c'est un personnage qui a inspiré un certain nombre de figures littéraires. En tout cas, on pourrait dire qu'il a inspiré, parce que il est vraiment l'archétype de cet aristocrate roublard, de cet aristocrate très très au fait des petites coutumes, des petites façons de procéder pour arriver à ses fins. Et c'est un personnage qui symbolise une certaine forme de génie français, mais le côté vraiment le plus retors, le plus vicelard, le plus roublard du génie français. Et en fait, c'est un personnage qui est d'un pragmatisme aussi assez fou, finalement, puisque en fait, c'est ça qui lui permet de traverser les régimes, c'est qu'il s'adapte à tout le monde. Là où un autre diplomate comme Chateaubriand, par exemple, qui a connu Talleyrand, et qui était lui aussi issu de l'aristocratie, Chateaubriand s'est quand même caractérisé par une forme de dogmatisme qui lui faisait refuser le passage de la famille des Bourbons à la famille des Orléans, et ce qui l'a finalement emmené à connaître une fin de carrière tout à fait, une espèce d'exil intérieur, alors que Talleyrand, lui, il continuait à régner là-dessus. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment... Il a commencé en mettant la barre très très haut, avec vraiment le gars qui a laissé l'empreinte la plus massive peut-être dans la diplomatie française du 19e siècle. Bah oui, alors lui dans ses mémoires, de ce que je me souviens, il est très fier de sa contribution au Congrès de Vienne, ça on peut le dire, qu'il considère être quelque part l'acte presque de création de l'Europe post-Révolution française, enfin l'Europe moderne quoi. Ouais, bien sûr. Bon, et je sais pas j'avoue que c'est un personnage que je trouve à la fois détestable et quand même, effectivement, on peut pas s'empêcher de trouver qu'il a un certain talent, quoi. Enfin, je veux dire, il est bon dans son rôle de diplomate. Et il arrive à effectivement intriguer à droite à gauche et à faire... Enfin, mais en fait, si tu veux, c'est pas comme Fouché, tu vois. Si tu prends un personnage de la même époque, Fouché, c'est le gars, tu le détestes authentiquement, tu vois. Il est authentiquement détestable parce que c'est une saloperie de Régis. Il a ce côté trop dogmatique, trop entier, encore une fois. Alors que Talleyrand, il est souple, c'est un serpent, c'est une anguille, quoi. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. De se faufiler entre, tu vois. Il arrive à trahir tout le monde, mais à s'en sortir et à chaque fois être reconduit dans le régime suivant, ce qui est une forme de génie social. Je sais pas si c'est très enviable comme situation, mais en tout cas, c'est notable. Oui, non, mais je pense que c'était vraiment le cas. Je sais pas si tu te souviens de son début de carrière, mais en fait, je crois de mémoire qu'il était censé partir. Dans sa famille, la tradition, c'était soit d'être militaire, soit d'être prêtre. Et je crois que ni l'un ni l'autre n'a été possible, notamment parce qu'il me semble qu'il avait un pied beau, je crois. Il pouvait pas être militaire, mais il est devenu. Alors je crois qu'il est devenu prêtre brièvement, mais après, évêque, il a défroqué assez vite, je crois.
Il y a quand même un épisode qui est incroyable, c'est pendant la Révolution, tu sais, à un moment donné, ils doivent faire la fête de l'être suprême. Tu sais, il y a cette espèce de délire qui est un délire socialiste avant l'heure. Ouais. Et en fait, comme il est censé être un curton, c'est lui qui doit célébrer un moment où il doit célébrer une messe, mais sauf qu'il ne sait plus célébrer une messe. Donc tu as une scène complètement folle où ils sont en train de discuter entre francs-maçons avec des rubans sur les pompes, là, tu vois, et ils sont en train de rassembler tous leurs souvenirs de gros mecs qui ont passé plus de temps à faire des touzes qu'à communier à la fin de la messe, pour essayer de se souvenir comment il faut faire et dans quel ordre ça se déroule, tu vois. Est-ce que dans quel ordre il faut faire l'Eucharistie, comment ça s'introduit, la liturgie, comment elle se module, voilà. Et en fait, ils finissent par arriver à faire, mais il faut imaginer qu'il y a une scène ridicule où tu as des francs-maçons complètement athées qui sont en train de enfin pléonasme d'ailleurs, et qui sont en train de te faire une répétition de messe discrètement dans une chapelle, parce qu'en fait ils veulent pas se foirer le jour J, parce qu'en fait ils ont beau avoir tous les honneurs et tous les titres de prélat que tu veux, ils sont littéralement de la merde dans un bas de soie, pour reprendre la fameuse expression de Napoléon, et je trouve ça assez fascinant. Ouais, d'ailleurs cette formule, tu peux peut-être rappeler le contexte, ou en tout cas oui, parce qu'il y en a un paquet des formules de Napoléon contre Talleyrand de mémoire. Hein. Ouais, oui. En fait, il faut savoir que ils ont eu une relation très, très amour-haine, mais Talleyrand a fini par trahir Napoléon Ier parce qu'il considérait bon, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que il y a des historiens qui débattent encore aujourd'hui pour vraiment savoir qu'est-ce qui a poussé exactement Talleyrand, machin. Bon, en fait, Napoléon s'aperçoit que Talleyrand est en train de la lui mettre à l'envers, et je pense que il a vu le moment où il allait attraper un flingue et le fusiller. Je pense que ça s'est vraiment passé comme ça dans sa tête. C'est un Corse, hein. Je rappelle, c'est un Corse, donc le schlass n'est jamais très loin. Bon, et en fait, il a fini par l'engueuler copieusement, voilà, pendant, je pense, plusieurs minutes, hein, et il a terminé avec cette fameuse formule: Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie. Et je crois que Talleyrand a eu une répartie où il a dit quelque chose. Après, il est sorti du bureau, et pas du, tu sais, très de marbre, quoi, comme il pouvait être. Et il a eu une phrase, quelque chose du genre, je vais mal la faire, mais c'est quelque chose du genre: quel dommage qu'un si grand homme fut si mal élevé. Et puis je crois que c'était ça, effectivement. Voilà. Enfin, une phrase dans ce genre-là. C'est quelque chose de comme ça, quoi. Voilà, je le fais de tête, hein, vous me pardonnerez. Et je crois que ça reflète bien le personnage, c'est-à-dire que tu peux lui gueuler dessus. C'est comme si tu avais giflé l'océan, quoi. Il était là avant, il sera là après toi, et il en a rien à foutre de façon générale, quoi. Et quelque part, toute cette espèce de, à la fois contrôle de soi, gestion des émotions, voire même un peu manipulation, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on a pu voir entre Trump et Zelensky. Je sais pas ce que tu en as pensé de cette scène qui est quasiment devenue instantanément culte, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que Trump veut la paix en Ukraine parce que c'est un businessman, et que donc en fait il veut pas de guerre parce que la guerre c'est pas bon pour le business. Et je pense qu'il est prêt à tout pour la faire s'arrêter cette guerre, en fait, peut-être avec une vision assez court-termiste, hein, comme peuvent l'avoir parfois certains businessmen, notamment américains. C'est-à-dire que lui, si les Russes reviennent dans 10 ans, mais qu'il a 10 ans pour piller les métaux rares de l'Ukraine, je pense qu'il s'en branle relativement, tu vois. Et moi, il y a un truc, ce qui m'a choqué un peu plus dans cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Zelensky, etc., et qui continuent à le critiquer, et j'allais dire c'est de bonne guerre, l'expression, je sais pas si elle est bien trouvée, mais moi ce qui m'a frappé, c'est quand même que tu as un président et un vice-président qui jouent à domicile pour attaquer l'homme d'un plus petit pays, enfin le président d'un plus petit pays qui est déjà en guerre, et en plus ils le clashent dans leur langue maternelle à eux, qui n'est pas sa langue maternelle à lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un moment où le mec, pour se défendre face à ça, il faut quand même qu'il se laisse pas marcher sur les pompes, et en même temps, si c'est une position intenable, parce que s'il se défend, il passe pour un fou, un cocaïnomane, enfin tout ce que tu veux, et s'il se défend pas, ben en fait son pays va juste se faire amputer d'un tiers du territoire là, maintenant, et d'un autre tiers dans 10 ans. Donc en fait, bon, l'un dans l'autre, ça fait quelque chose de pas très très enviable comme position. Moi, honnêtement, parfois je me demande comment cet homme tient. Je crois qu'il a je sais pas, une forme de mystique personnelle là-dessus. Et quant à Trump, je comprends tout à fait le fait qu'il veuille plus s'impliquer dans ce genre de guerre, que ça coûte très cher aux contribuables américains, que ça lui apporte pas grand-chose. Je sais pas si sa vision, je pense que sa vision elle est tenable à court terme, mais je sais pas si c'est une vision à long terme, tu vois. Je sais pas comment il voit les choses, et je sais pas comment toi tu vois les choses non plus, d'ailleurs. Alors moi je pense qu'effectivement la situation de Zelensky dans cette affaire-là était pas spécialement enviable. Moi je t'avoue que ma grande surprise, c'était que cette scène soit filmée, en fait. C'est pas du tout le fait que les mecs puissent s'engueuler. Tu penses que c'était prévu ou pas ? Tu penses que c'est prévu, ou c'est complètement le hasard et ils ont déraillé devant la caméra ? Moi j'aurais tendance à partir du principe que c'est plutôt le hasard, mais okay. Je pense qu'en fait, quelque part, c'était une scène qui devait partir pour être une sorte de discussion, etc. En gros, Zelensky s'est dit, bon, je lui lâche des minerais et en échange, je vais avoir quelque chose. Il arrive, on le fout dans le bureau, on lui allume les caméras.
ça commence à discuter, il dit ok c'est bon, pour les minerais ça va bien se passer, machin. Et au moment où l'espèce de contrepartie est censée être discutée, d'un seul coup le truc dérape. Et en fait normalement, je pense que tu vois, avec un tout petit peu de finesse diplomatique, alors peut-être pas au niveau de Talleyrand, mais enfin un tout petit peu de finesse, tu sens que le machin est en train de partir. Et tu dis, bon, écoutez, c'est pas grave, on en reparlera après à tête reposée. Pour l'instant, je vous propose qu'on fasse une petite déclaration à la presse et tu vois, tu trouves un moyen de sortir et éventuellement tu règles tes comptes derrière. Et je trouve que c'est très étonnant de voir justement un peu l'envers du décor parce que c'est la partie que d'habitude tu vois pas. Alors effectivement, tu peux aussi te dire que c'était complètement mis en scène par Trump, que Trump avait une volonté d'humiliation, de casser totale. Le mec, Et ça, c'est étonnamment la thèse, par exemple, d'un Lech Walesa, qui a un ancien dissident communiste, qui a dit que c'était une scène digne d'une torture communiste. Alors, j'ai trouvé très amusant, d'ailleurs, parce que c'est intéressant, je signale au passage que Edoui Plenel est allé oui, j'ai vu, putain, s'éprendre de Lech Walesa, qui est un dissident qui détestait le communisme. Pour rappel, quand même, pour ceux qui n'auraient pas le contexte, quand il est devenu président, il s'est retrouvé à interdire l'IVG, à mettre en place tout un tas de restrictions sur ce que aujourd'hui les types de gauche, notamment l'éducation sexuelle et je crois aussi les droits LGBT. C'était un puritain dans son genre, quoi. On est plus proche de Viktor Orban en tout cas que c'est sûr. que de l'espèce proche de Viktor Orban que de Victor Hugo, hein, ça c'est sûr et certain. C'est ça, de l'espèce de gaucho un peu bisounours machin. Mais en tout cas c'était très drôle et donc il y a eu cette espèce de truc où même moi j'avais pas vu ça venir. Des communistes français se sont dit qu'aller prendre un dissident communiste qui traitait Trump de communiste, c'était le meilleur moyen de comprendre la situation. Enfin, même moi, Mais c'est là que tu retombes sur un vieux truc, tu sais, de Peggy, qui dit que tout commence en mystique et tout finit en politique. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te gargariser de belles valeurs, etc. Mais en fait, à partir du moment où tu plonges dans l'arène du combat politique, tu fais feu de tout bois et tu récupères même des mecs que tu détestes parce qu'une fois, ils ont dit un truc qui va dans ton sens et tu le fais à moitié par opportunisme, à moitié par sans y penser parce que t'es par inadvertance, et puis à moitié, ça fait pas à moitié mais je suis pas un mathématicien, vous avez compris, par incompétence, par bêtise en fait, parce que en fait à force de penser, de vouloir penser en continu, tu fais plus que de la pensée de bistrot, c'est-à-dire de la pensée en flux tendu qui a aucun recul sur les sources qu'elle cite, sur les événements qu'elle met en avant, et ça c'est un peu la difficulté, et c'est assez drôle de voir Edoui Plenel qui se piquer de faire du grand journalisme, d'être l'héritier quelque part de je sais pas, d'Albert Londres, de supplément fact-checking et tout ce qui va bien quand même. Oui, c'est ça. Et le mec te dit je suis l'héritier de Jack London, et en fait, si tu veux, juste après, il te fait une erreur aussi grossière. C'est comme si moi je citais Jean-Marie Le Pen pour défendre l'écologie. Tu vois, en fait, à un moment donné, même si Jean-Marie Le Pen avait un jour dit un truc qui allait dans le bon sens, dans le bon sens, dans le sens de ce que je voudrais défendre, ça marcherait pas. Tu vois, enfin, il y a un problème de casting, il y a un problème de recrutement en fait. Tu vois. Par rapport à ça. Et pour ce que tu disais juste avant, je voudrais juste revenir dessus, sur l'altercation entre Zelensky et Trump. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que à l'époque de Talleyrand, justement, il y avait une diplomatie assez feutrée, c'est-à-dire qu'on pouvait se détester, etc. La brutalité était feutrée. On se battait en duel, mais on se donnait rendez-vous pour se battre en duel. Tu vois, on se faisait pas devant les caméras. D'ailleurs, il n'y a pas de caméra d'ailleurs, donc tu me diras, ça va plus vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, la diplomatie a aussi perdu de sa noblesse aujourd'hui parce que tout est devenu plus instantané, et c'est la même chose qu'avec Edoui Plenel, c'est qu'il faut réagir en continu en fait à ce qui se passe parce que le monde est en train de bouger et de grouiller en permanence, alors que ne serait-ce que si tu remontes à 1 ou 2 décennies en arrière, à l'époque où tu avais des diplomates comme Paul Claudel, comme Romain Gary, etc., tu arrivais à avoir cultivé notamment en France la grande figure de l'écrivain qui était aussi un homme qui faisait le pont entre les cultures, etc. C'est des choses qui allaient étonnamment bien ensemble, et en fait aujourd'hui c'est quasiment impensable parce que c'est de la technocratie et c'est de l'administratif pur, en tout cas c'est l'impression que ça peut donner de l'extérieur pour le profane là-dessus, et surtout avec les Américains qui sont quand même réputés culturellement pour leur brutalité en affaires et leur brutalité dans tous les domaines, militaires, etc. L'Américain est un rustre et un procédurier d'un point de vue juridique, c'est absolument terrible. Tous ceux qui ont bossé avec des Américains le savent. Surtout que en fait, quelque part, la France s'est fait un peu une réputation pendant des décennies en fait d'être typiquement le seul pays qui avait cette espèce de finesse, d'être capable de à la fois comprendre les autres cultures,
de ne pas céder sur certaines choses et d'être capable de toujours être arrangeant, toujours être au bon endroit au bon moment dans les négociations, d'avoir cette position non alignée qui était un peu en détachement par rapport à tous les enjeux du temps. Oui, tout à fait. Voilà. On a eu un peu cette espèce de take au-dessus de la méliste pendant des années où on faisait genre nous on est au-dessus de tout ça, nous on est non alignés. C'est très français ça, c'est le côté un peu mais tu sais c'est comme Romain Rolland, tu sais il y a la Première Guerre mondiale, tout le monde est en train de s'ouvrir à coups de baïonnette dans la Somme, le mec va en Suisse pour te faire au-dessus de la mêlée, tu vois. C'est très français cette façon de vouloir dire non mais il y a deux camps et je prends pas parti, et souvent c'est intéressant, c'est juste qu'il faut avoir les moyens de cette politique là, et sous De Gaulle on l'avait, aujourd'hui je suis pas sûr qu'on l'ait, tu vois, même je suis sûr qu'on l'a pas. Et ben voilà, c'est qu'en fait la diplomatie c'est aussi le prolongement de la capacité militaire et de la capacité économique et de tout un tas de choses que en fait effectivement aujourd'hui on peut pas forcément se permettre d'avoir. Après je pense qu'en fait Trump globalement sa vision de la diplomatie c'est économiquement c'est moi le meilleur et militairement c'est moi le plus fort, donc en fait je m'en fiche, tu vois, genre oui je pense que c'est ça, et encore et je suis d'accord avec ce que tu as dit, et j'ajouterais vraiment qu'il y a une vision chez lui assez court-termiste, c'est-à-dire qu'en fait il se dit en fait je me fous qu'il y ait une guerre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, je résous les problèmes maintenant, et s'il y a un incendie qui se rallume, on ira le rééteindre, mais au moins on éteint l'incendie tout de suite. Ce qui est une façon de voir les choses. Mais en fait, c'est une façon de voir les choses qui ne résout pas les problèmes en profondeur, et qui est une façon d'ailleurs très américaine, puisque c'est une façon qui nie l'histoire et l'historicité des conflits. Et donc, en fait, c'est une façon qu'a un pays très récent et trop récent comme les États-Unis de vouloir résoudre ce genre de problème. Et je crois qu'il est cognitivement, chimiquement, hormonalement incapable de comprendre la complexité d'un duel comme celui entre la Russie et l'Ukraine, qui ont une histoire commune et non commune, extrêmement riche, dense, subtile. C'est pas la frontière de l'Alabama, tu vois, genre c'est pas carré le truc. Alors dans le genre, peut-être pour revenir un peu plus côté littérature, je t'avais proposé aussi, enfin moi il me semble que c'est quand même un peu un classique du domaine, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui est très connu pour autre chose, pour son côté romantique, etc. C'est ta marotte ça, ce roman. T'as une fascination pour Belle du Seigneur. Non, mais moi, c'est un bon roman, c'est un excellent roman. Et puis en plus, surtout, je trouve que là, en l'occurrence, il est parfaitement adapté pour dénoncer peut-être justement l'extrême inverse, c'est-à-dire que t'as la diplomatie brutale à la Trump, et puis t'as aussi les espèces de petits cocons douillés et feutrés de Genève, en tout cas chez Albert Cohen, où des millions de petits fonctionnaires grouillent pour faire des espèces de petits grattages de papier sans sens, pour qu'à la fin il y ait des repas petits fours et tout, et qu'à la fin, au moment où il y a une guerre éventuellement à éviter, ça fait quand même une guerre, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est ça. Après, il y a eu, la SDN a été beaucoup critiquée pour justement son incapacité à faire des choses, ce qui a mené après à équiper l'ONU avec des casques bleus, avec des conseils de sécurité, etc., pour essayer de résoudre ce problème. Et quand on voit, en fait, l'ONU, c'est encore une fois, c'est très intéressant parce que, tu vois, au début de l'ONU, il y a eu le premier, comment on dit, j'allais dire directeur, c'est président, je crois, pour l'ONU, ou je crois que c'est le président de l'ONU, non, comment on dit, directeur de l'ONU, j'aurais dit, mais peut-être que je me trompe. Attends, j'ai plus son titre exact, mais on va le retrouver. Est-ce que tu peux me fact-checker en direct, histoire que les gens ne deviennent pas fous dans les commentaires? Secrétaire général des Nations Unies. Secrétaire général, voilà, secrétaire général. Et en fait, alors je sais plus si c'est le premier ou c'est un des premiers qui était Dag Hammarskjöld, ça s'écrit Dag Hammarskjöld, parce qu'il était danois, qui était d'ailleurs le traducteur de Saint John Perse en danois. Voilà, je te donne cette information. Le fun fact, absolument le fun fact, voilà, en passant. Et alors, il a écrit, si tu veux dire de la poésie de Dag Hammarskjöld, il en a écrit, non, il en a écrit, voilà, et c'est vraiment bien, je recommande aux gens de s'y pencher si un jour ils en ont l'occasion, c'est vraiment bien. Ça a été traduit en français. En fait, lui, ça a été traduit en français, oui. D'ailleurs, lui, il parlait français, parce qu'il parlait, je crois, 8 ou 9 langues, un truc comme ça. Enfin, il parlait vraiment français, si tu veux. Genre, il avait un accent, mais à part ça, il parlait pas. Et en fait, lui, si tu veux, sa vision de l'ONU, c'était vraiment, on va sur place quand il y a un conflit et on arrête le conflit. C'est-à-dire que je me mets au milieu. Il fait, tu sais, il fait le pape. Il fait, tuez-moi, je représente, c'est pas je représente le Christ, c'est je représente les Nations Unies. Et il se met au milieu. Bon, en fait, il a fait 2-3 trucs vraiment couillus et vraiment stylés. Il a un bilan absolument incroyable. Et en fait, il a fini par se faire défoncer comment on dit, en Afrique. Mais alors, je crois que c'était dans le Congo actuel.
dans la région minière du Katanga, si je dis pas de bêtises. Il s'est fait défoncer. Et en fait, à partir de là, on a mis des mecs un peu fallot, un peu technocratiques là-dessus. Donc en fait, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que c'est pas tellement comment dire. Évidemment, tu auras toujours des gens qui font des petits fours et qui foutent rien, etc. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une minorité de gens en haut qui font des trucs et qui sont compétents. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui nous fait défaut. Et je sais pas s'il y a une œuvre littéraire qui a bien montré ça, à quel point la base peut être nulle, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment la tête. Mais ça me vient pas en tête, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment la vision que j'aurais de cette question. Voilà, pour reboucler sur notre histoire de SDN. Tu veux dire qu'en fait, tu considères que c'est pas important d'avoir les tas de petits travaux individuellement faits par tous les petits gras de papier, tant qu'en haut, il y a des décisions qui sont prises, quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois, si tu prends par exemple même le fonctionnariat en France, c'est normal qu'il y ait des petits gras de papier dans les bureaux et que tu aies des gens qui n'aient pas de vision et que tu aies des Josiane qui veulent être 35 heures, ticket resto, 15 semaines de congé par an, tu vois, parce qu'ils ont des avantages pas possibles. Et en fait, ça c'est normal, d'accord ? Mais le truc, c'est qu'il faut qu'en haut, il y ait des mecs qui soient au minimum du minimum de la trempe de Clémenceau, tu vois. En fait, sinon ça tient pas. Là, non, voilà. non, mais regarde, je veux dire, dans l'histoire de France, c'est quand même une succession de gens qui ont été très compétents envers et contre tout dans leur domaine, tu vois. Je vais pas te remonter jusqu'à Vauban et Louvois, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Et en fait, si tu veux, la base d'une administration, c'est toujours des gens un peu planqués qui veulent rien foutre. Mais il faut que la tête soit bonne. Non, mais c'est vrai. Tu vois, je dis pas que tous les fonctionnaires sont mauvais, parce que t'as des tas de fonctionnaires dans des domaines, genre t'as des tas de profs qui font un super boulot, t'as des tas de médecins qui font un super boulot, etc. Donc il s'agit pas de cracher sur tout, mais je parle vraiment du petit rond de cuir dans un bureau, tu sais. Tu vois, en fait, je pense que Huysmans, tu vois, qui est un grand écrivain par ailleurs, mais qui était un putain de fonctionnaire. Je pense que sa carrière d'écrivain est à proportion de sa non-carrière de fonctionnaire. Voilà, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est des gens qui, dans leur métier, ont choisi de ne pas faire une grande carrière ou de pas faire un truc dont ils puissent vraiment être fiers, parce que soit ils en sont juste incapables, parce qu'ils sont nuls, soit ils ont un vrai truc à côté qu'ils développent, et ça c'est minoritaire, hein, bien sûr. Voilà. Et ce qui compte, c'est qu'en haut, on est des gens qui soient dévoués à une grande cause, à une certaine idée de la France, comme dirait l'autre. Et ça, je pense que c'est ce qui manque à l'Occident en entier aujourd'hui, mais alors à la France en particulier, tu vois. Eh ben, alors, peut-être que non, en fait, parce que nous avons quelqu'un qui, visiblement, a des ambitions présidentielles, et on va peut-être en toucher un mot, quand même. Dominique de Villepin, voilà. Alors, écoute, Dominique de Villepin, il a fait une take de bâtard quand il a fait un discours pour pas qu'on aille en Irak, en 2003, excellente idée. Voilà. Donc en fait c'est un chanteur qui a fait qu'une seule chanson qui a bien marché, c'était en 2003, numéro 1 du hit parade mondial. Bon, ça a fait que tous les Américains ont vidé du Châteauneuf-du-Pape dans le caniveau, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Et si tu veux, depuis, tu sais, il y a des trucs qui sont connus. Il y a un ancien Premier ministre français qui est pas de Villepin, qui a été acheté par les Chinois et qui passe son temps à défendre la Chine un peu partout. Un certain bossu du Poitou, j'en dirai pas plus. Et je pense que Dominique de Villepin, mais quand j'écoute parler ce mec, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il se fait sucer tous les soirs par une Palestinienne qui s'y prend vraiment très très bien, ou est-ce que en fait il a touché des énormes pots de vin de je sais pas quelle confédération de pays arabes, parce qu'en fait le mec a l'air de vraiment prendre trop de plaisir à tout ramener à des questions, à cette espèce de ligne un peu tiers-mondiste, un peu sans frontières et tout, qui est pas une ligne authentiquement ni de son camp politique historiquement, ni un truc qui est tenable pour la France du tout, quoi. Je sais pas où il se prend, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il voit, je sais pas. Est-ce que t'as un avis là-dessus, toi? Écoute, je pense qu'en fait c'est un gars qui est relativement ingérable, un petit peu, tu sais, échevelé, panaché, fou de panache, mais sans espèce de rigueur ou quoi que ce soit. Certaines rumeurs disent que d'ailleurs cette espèce de prise de position qu'il avait eue en 2003 était pas complètement préparée. C'est-à-dire que j'espère bien, parce que c'est ça qui fait la saveur de l'instant, tu vois. Je crois que c'était pas complète. Enfin, c'est ce que certaines rumeurs disent et j'ai tendance à les croire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que globalement, il avait l'accord de Chirac sur la ligne, et puis en fait qu'il a plus ou moins improvisé le speech. Et c'est le gars qui est capable de lâcher une improvisation assez géniale une fois de temps en temps. C'est... Tous les 20 ans, tous les 25 ans même. Le drame, c'est vrai qu'à côté de ça,
Enfin, il faudrait quand même pas oublier certaines de ces casseroles, notamment, je pense au contrat première embauche, qui avait été quand même un sacré fiasco. Et puis, en fait, franchement, depuis 10 ans, enfin, on le voit une fois sur France Info ou sur RFI parler de géopolitique, mais globalement, il apporte pas grand-chose au pays en termes de réflexion. Et enfin, j'ai pas l'impression que l'ambition présidentielle soit très justifiée, pour être honnête. Mais tu sais ce que j'ai l'impression de voir quand j'écoute Dominique de Villepin. J'ai l'impression de voir un Mélenchon entre guillemets de droite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression de voir un mec qui drague l'électorat, pro-palestinien, donc arabe en fait, concrètement, mais alors vraiment le mec, si tu veux, c'est une annonce de tapin, quoi, le truc. Il veut vraiment aller chercher chaque approbation et chaque électeur potentiel avec ça. Je ne comprends pas où il va, et effectivement, j'ai même pas suivi qu'il a dit qu'il voulait être candidat, mais à mon avis il aura même pas ses 500 parrainages, et s'il les avait il fera 4%, même pas 2% grand maximum. C'est du Benoît Hamon mais version recyclée, quoi. Enfin, bon, il a peut-être un peu plus de panache, il va peut-être pas aller manger un kebab, mais globalement il a des meilleurs cheveux, ça joue. Intellectuellement et politiquement, je pense que c'est à peu près pareil, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas de grosses différences. Au passage, je sais pas si tu as lu ses bouquins, parce que à côté de sa carrière de diplomate, je ne savais pas. Il a écrit quelques livres, notamment des livres sur l'épopée napoléonienne, et j'en ai lu au moins 2 de mémoire. Je crois qu'il en a fait une trilogie. D'accord. Mais c'est des romans ou c'est quoi? C'est des essais, des romans? C'est des livres plutôt, je dirais, un peu romancés quand même. C'est un peu bien écrit. D'accord. Pour moi, de mémoire, c'était Les 100 jours ou l'esprit du sacrifice. Et c'était quoi? Le soleil noir de la puissance, un autre. Je te les donne de tête, mais c'est peut-être pas exactement... Enfin, je crois qu'il y avait une trilogie, en fait. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est assez bien écrit. Je sais pas si 100% des infos sont factuellement et historiquement vérifiées, mais je me suis laissé dire qu'il avait quand même une bibliothèque sur l'épopée napoléonienne qui était assez conséquente. À un moment, je crois que sa bibliothèque est d'ailleurs passée dans une célèbre maison de vente aux enchères. Et il me semble qu'il y avait quelque chose comme 500 bouquins, dont beaucoup de trucs super rares de l'époque, en fait. Des trucs signés ou des trucs qui ont un peu de valeur. Donc je pense que c'était au moins un passionné de l'épopée napoléonienne, à défaut d'autre chose. Qu'est-ce qu'il en a retenu pour la gestion de la France? Par contre, je ne crois pas grand-chose. Donc voilà, je te donne ce fun fact. Mais Non, mais c'est intéressant. Tu vois, moi je te raconte des fun facts sur Dag Hammarskjöld, et toi tu me racontes des fun facts sur Dominique de Villepin. C'est un renvoi d'ascenseur. Il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé et qui quand même résonnera lui aussi beaucoup, je crois, avec l'actualité. C'est la question un peu de l'héritage, assez français pour le coup aussi, des voyages diplomatiques d'écrivains en URSS et dans les pays d'Europe de l'Est. Est-ce que, parce que dans la catégorie je dis des conneries, level Dominique de Villepin peut aller se rhabiller tellement je dis de la merde, on a quand même eu André Gide, on a quand même eu Jean-Paul Sartre, on a quand même eu les bonnes aussi. petites merdes. Alors Malraux c'est plus surprenant, mais Usual Suspects, je vais arriver à le dire. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot, de nous livrer ça? Est-ce que pour toi c'est très français cette façon d'aller faire de la merde à l'étranger, un peu côté BHL, quoi, vouloir prendre parti sur tout et finalement se gourer à chaque fois? Alors non, c'est pas du tout très français en fait, pour le coup. Je sais pas si c'est ce que tu as en tête, mais j'ai rien en tête. Je veux savoir. Il y a un livre qui m'a été conseillé par Dalrymple en personne, pour vous dire, qui s'appelle Political Pilgrims de Paul Hollander, que j'ai lu il y a pas très longtemps sur ce sujet-là, notamment en fait de comment les pays soviétiques préparaient les visites de ces fameux intellectuels qui allaient faire un peu le prêche de la bonne parole, etc. Ce livre n'existe pas en français, pour info. Peut-être qu'on va le traduire. Je vous donne ça comme ça, mais pour l'instant on a... Le mec, c'est un bulletin public en fait. Le mec il est en train de vous raconter comment il fait la ligne de sa maison d'édition en direct. Voilà, profitez. Non, mais en fait, si tu veux, moi je lis plein de bouquins intéressants parce que, alors c'est très drôle, j'ai des gens qui sont venus me dire que je lisais jamais ou je sais pas quoi, parce que il y a des gars qui t'expliquent que parce que t'es pas d'accord avec eux sur l'interprétation de Marx, ça veut dire que tu lis rien, tu vois. Bon en fait je dois lire en moyenne 2-3 essais par semaine, en moyenne.
Ça dépend un peu des semaines. Tous ceux qui, comme moi, te connaissent savent que tu lis, et je pense que t'as pas besoin de te justifier. Rien que ton expression dans tes vidéos, VS, leur orthographe dans leurs commentaires ridicules, montre de quel côté l'instruction et le savoir. Enfin, c'est plié. Mais voilà, je reviens sur ça. En gros, il y a des bouquins parfois qui sont très bons, et je me dis, tiens, ça mérite qu'on le traduise. Je le mets sur une liste, et puis après, on essaie de demander les droits, et ça prend du temps, et parfois on n'arrive pas, et parfois on y arrive, et quand on est content et qu'on est vraiment convaincu, on y va à fond. Et quand c'est pas possible, etc., on se dit tiens, on le garde dans un coin quand même, ça va peut-être finir par passer. Donc il est un peu dans cette deuxième catégorie, Paul Hollander, mais je pense que ça finira peut-être par passer. Tout ça pour dire qu'il a fait un bouquin pour expliquer en fait tout ce process, parce que en fait c'était vraiment une politique de soft power mise en place par tout un tas de pays soviétiques qui essayaient de se faire de la com en sélectionnant, et donc en fait tout le petit jeu c'est sélectionner le bon intellectuel, donc ça veut dire qu'il faut prendre quelqu'un qui est suffisamment favorable aux idées du régime, mais qu'on puisse pas dire du point de vue des gens qui sont dans ce pays, non mais lui de toute façon c'est un communiste depuis 40 ans, c'est sûr qu'il va dire ça, tu vois, donc faut trouver un gars qui a un tout petit peu nuancé quand même, tu vois, c'est bon. Il faut lui faire un petit tour où on a soigneusement décidé de nettoyer toute la zone pour que, bien sûr, il ne croise pas des mendiants, des clodos, des SDF, toute la misère humaine et tous les dysfonctionnements de la société en question. Et il faut réussir à lui faire ces espèces de fausses scènes authentiques. Alors ça, c'était une spécialité soviétique. Tu sais, le mec qu'on attrape par le coin de la Manche, on lui dit « Ah, au fait, c'était pas prévu. Attendez, je vais vous montrer comment marche d'ailleurs cette usine, regardez. » Et là, on le tire et il arrive toujours dans un endroit magnifique, magique, avec des éclairages parfaits. Tu sais, on l'a laissé vaguement un tout petit peu de poussière sur le sol pour qu'un type soit là en train de le balayer, pour donner l'impression que vraiment, c'est pas un truc qui a été monté de toutes pièces. Et en fait, tout est en carton-pâte et c'est assez terrible parce que en fait, ça a été une usine à intox pour les pays étrangers. Et en France, effectivement, tu prends le cas de Gide, tu prends le cas de... tous les gars qui sont partis, même récemment. Enfin, je veux pas critiquer, je voudrais surtout pas qu'on ait des gens qui se mettent à clasher ou à faire des problèmes dans les commentaires. Mais un certain leader, on va dire, qui a la gauche du travail et la droite des valeurs bien au cœur, a succombé lui-même à une forme... Ah, je vois de quoi tu vas parler, Il a succombé lui-même à une forme d'intoxication un peu du même style de la part d'un certain pays qui est coincé entre la Chine et le Japon. Est-ce que tu te rends compte d'un truc génial? C'est qu'en fait, d'un point de vue d'un Nord-Coréen, d'un guide nord-coréen, l'expérience de la France qu'il a eue ces 15 dernières années, c'est Alain Soral, Yann Moix et Gérard Depardieu. C'est-à-dire qu'en fait, le gars n'en peut plus. Le gars, il va voir Kim Jong-un, il lui dit s'il te plaît, déporte-moi, je te jure, fusille ma famille, qu'on en finisse. Je veux plus le gros Gérard, s'il te plaît, arrête. Ah oui, attends, et il y a un autre truc aussi, c'est que bien sûr, quand tu reçois ces gars-là, tu leur passes bien sûr un énorme quart d'heure à leur baratiner à quel point tu es admiratif de la culture française et que tu penses que la France est un des plus grands pays du monde et machin. Tu vois, avant de lui dire que toi t'as un grand pays, tu commences déjà par flatter le gars à fond les ballons et tu lui dis nous Nord-Coréens, mais on est tellement admiratifs de la culture française, tu parles, mais rien du tout. Mais en fait non, tu le dis quand même, tu vois. Mais alors ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, la spécificité, t'as mis le doigt dessus d'ailleurs tout seul, c'est que la spécificité du système soviétique sur le mensonge là, c'est le côté village Potemkin, c'est-à-dire qu'on te monte des usines qui n'existent pas. Parce que le coup de flatter un ennemi pour qu'ils disent ce que tu veux qu'ils te disent, c'est un truc que faisait déjà, comment il s'appelait, le premier président américain, c'est Washington je crois qui faisait ça, ou alors c'était Benjamin Franklin, c'était l'un ou l'autre. Ils avaient cette méthode que quand un gars leur cassait les couilles, ils lui envoyaient un billet pour lui demander un service, et comme le mec leur rendait un service après, ils étaient déjà plus vraiment ennemis, tu vois, et c'était un bon moyen de casser l'opposition entre les deux. Et aussi l'autre truc que tu as cité, c'est que choisir des mecs qui sont dans ton camp mais pas trop, ou au contraire laisser des mecs qui sont dans l'opposition mais qui vont jamais aller trop loin dans l'opposition, sans les contrôler, juste parce que tu sais que psychologiquement ils iront pas au-delà d'un certain niveau. C'est un truc qu'on fait aussi par exemple du côté de l'Allemagne de l'Ouest, les services de la CIA pour contrôler la vie intellectuelle après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que tu avais un écrivain allemand qui s'appelait Heinrich Böll, par exemple, ça s'écrit B-O-L-L, qui était proche
disons des milieux de gauche, qui avaient des sympathies socialisantes qui tiraient vers la gauche du spectre du socialisme. Et pourtant, en fait, comme il était relativement modéré, qu'il était relativement dans son expression, comme il était reconnu, comme c'était pas un gars qui disait on va renverser le capitalisme et on va brûler tous les patrons, etc. Enfin, il le disait de façon suffisamment subtile pour que ce soit pas un problème. Et bah, ils ont laissé pisser, tu vois, tout le long du truc. Donc, il y a quand même toujours ce jeu de manipulation un peu où tu peux pas faire une censure trop brutale si tu veux apparaître publiquement comme le gentil. Or, l'URSS, c'est le seul cas où elle voulait apparaître comme une gentille, où elle avait besoin de faire preuve de subtilité, c'était dans sa politique culturelle étrangère. Parce que à l'intérieur, ça, pour te faire fusiller des écrivains, ça, ou pour te les envoyer au goulag, Solzhenitsyn ou plein d'autres d'ailleurs, dont les noms m'échappent là tout de suite, mais qui se retrouvent facilement, il n'y a pas de problème, ils en ont pris plein la gueule. Ça, c'est autre chose. Bah, en tout cas, c'est sûr que toute cette partie-là, c'est un sujet qui est intéressant et d'ailleurs, ça nous donne tous ces récits biaisés d'une vie complètement fantasmée. Enfin, je sais pas si tu avais lu Le Retour du RSS de Gide, mais c'est absolument... Ouais, quand tu sais l'écart entre incroyable. la réalité de ce qui s'est passé et ce que le gars te raconte, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, comment est-ce possible qu'il ait raconté ça, en fait? Non, mais je pense que Gide, déjà, bon, Gide ment, et en fait, il prend ses désirs pour des réalités et après il enjolive les réalités qu'il a perçues par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que le mec il est sur un mensonge au carré, c'est du mensonge quantique, tu vois, c'est du mensonge intriqué qui t'a fait, et c'est terrible. Mais t'as eu un cas un peu moins violent, c'était Céline avait voyagé en URSS pour une autre histoire. C'est que Céline avait un contrat pour l'adaptation en Russie de Voyage au bout de la nuit, qui avait d'ailleurs été abondamment caviardé. C'est-à-dire que le roman qui doit faire 500 pages en français, il faisait 250 pages en Russie parce qu'ils avaient retiré tous les moments où il parle des prolétaires et où il chie sur les prolos dans le bouquin, et puis toutes les questions de meurtre, d'avortement aussi, ça plaisait pas trop, donc il les avait virés. Et en fait il avait donc des droits d'auteur en roubles à toucher, sauf que le rouble n'était pas changeable pour les monnaies européennes parce que c'était la Russie vivait à moitié en embargo. En fait, la Russie, ils ont passé leur vie à être en embargo en fait au XXe siècle, et donc en fait il a voyagé en Russie dans les années 30 pour justement épuiser ses droits d'auteur, et du coup il a vu. On lui a présenté des trucs officiels, mais il était quand même beaucoup plus libre de ses mouvements parce que c'est pas un voyage tout frais payé. Donc il a pas été aussi dupe que les autres. Et de toute façon, je veux dire, il avait pas, c'était pas un encarté communiste, etc. Donc il avait déjà une vision un peu plus claire de la situation par rapport vraiment à ces intellectuels parisiens qui prenaient leur rêve de grand soir pour une réalité, tu vois. Je sais pas si tu avais un peu suivi cette histoire de Céline en URSS ou si ça t'avait échappé. Enfin, si, je savais qu'il était allé pour effectivement des histoires de droit, mais j'avais pas le... Enfin, si tu veux, quelque part, il n'a pas laissé un témoignage aussi net, peut-être, que ceux qu'on a autres auteurs. Non, il a pas écrit dessus, mais parce que il savait que s'il le faisait en France à l'époque, il se faisait atomiser, tu vois. C'est quand même une époque où tu as des gens comme Aragon qui espéraient qu'il rejoigne le Parti communiste français. Alors, parce que Aragon, qui est un immense écrivain par ailleurs, hein, mais c'est vraiment l'ordure stalinienne dans toute son ampleur. Aragon a même essayé de faire... tiens, je raconte ça, c'est vraiment du diplore littéraire, mais quand Jean-Paul Sartre était à Normal Sup, il avait un camarade qui s'appelait Paul Nizan. N-I-Z-A-N. La petite blague très drôle, c'est qu'ils étaient meilleurs potes, Sartre et Nizan, et Sartre avait un strabisme convergent et Nizan un strabisme divergent. Ce qui fait qu'en gros, il disait quand on marche sur rue d'Ulm, il faut qu'on se tienne le bras pour pas tomber, parce que l'un voit dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà. Et bon, Paul Nizan était quelqu'un de drôle, et c'était un pur autodidacte qui venait d'un milieu très modeste, qui a écrit un roman qui s'appelle Aden Arabi, qui commence par une phrase que je trouve sublime où il dit « J'avais 20 ans et je ne laisserai plus personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Je trouve que c'est une très belle phrase. Ça claque. Et en fait, si tu veux, Paul Nizan est un type qui a un peu cherché sa voie. Il a eu une brève période fasciste au tout début dans les années 20, très très bref de quelques mois. Et ensuite, il est parti du côté des communistes. Et en fait, Nizan a toujours été un communiste hétérodoxe qui gardait sa liberté de penser, notamment parce qu'il était bilingue, il parlait couramment anglais aussi. D'ailleurs, il est mort à Dunkerque en 1940 parce qu'il faisait l'interprète entre les Français et les Anglais pendant la défense de la ville. Il s'est pris un tir pendant qu'il apportait des messages de l'un à l'autre. Et Nizan, si tu veux, après guerre, a été largement oublié
parce que Aragon s'est arrangé pour le mettre à l'index du Parti communiste et pour essayer de ne pas faire réhabiliter sa mémoire. Et quand il a fallu quand même finir par dire que Nizan était un écrivain du Parti communiste et qu'il fallait le reconnaître, il fallait le remettre en avant, Aragon s'est résigné, mais du bout des lèvres, alors que Sartre, pour le coup, a beaucoup plus fait pour son ancien ami qui était décédé que n'a fait Aragon. Comme quoi, voilà, si vous cherchez un cas précis où Sartre a pas complètement merdé, peut-être que vous pouvez chercher de ce côté-là. Enfin, c'est très très précis comme vision des choses qu'il faut avoir pour réhabiliter Jean-Paul Sartre. Donc tout ça pour dire que en France, tu avais vraiment une intelligentsia qui était vendue à l'idée, à l'étranger via l'idée communiste et via le fantasme de l'URSS, tu vois. Ouais, alors après tu prends Sartre, mais peut-être les gens le savent pas tous. Je pense que ça mérite d'être rappelé, ce genre de truc, mais une certaine Simone qui partageait l'avis de Sartre n'a pas été vendue que à l'idéal communiste. Hein. Pendant une certaine période, elle bossait sur une certaine radio qui mentait aux Français. Hein. Ouais. En fait, Simone de Beauvoir, c'est la meuf qui a réussi quand même à se faire pilonner par Fidel Castro et à travailler à Radio Vichy quand même. Dans sa vie, il y a des grands écarts. C'est particulier, tu vois. Je parlais de physique quantique tout à l'heure, c'est en même temps de Macron, mais c'est un peu tout ça en même temps là, tu vois. C'est pas facile. Et d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à un truc là. J'y pense par association d'idées parce que ça fait un podcast qui dure depuis maintenant un bon moment et j'ai toujours pas parlé de Ayn Rand, donc il est temps que je parle de Ayn Rand. Surtout que c'est ta nouvelle icône. Ouais, c'est ma nouvelle icône, c'est pour ça que je parle. Chaque podcast, il faut que je parle d'Ayn Rand. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, Ayn Rand, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Hymne. Je sais pas si tu vois, ce que c'est. Et c'est un bouquin, en gros, c'est 1984, mais des années avant 1984. C'est-à-dire que ça a été écrit quasiment 10 ans avant le chef-d'œuvre de George Orwell. Et en fait, si tu veux, c'est un bouquin qu'elle n'a pas pu publier aux États-Unis à son époque parce que en fait c'est son deuxième roman et évidemment comme ça dénonce le bolchevisme et les travers de l'URSS qu'elle avait bien connu puisqu'elle a vécu en URSS jusqu'en 1925 et bien elle l'a fait publier en Angleterre et si tu veux à l'époque c'est pour te dire que même dans ce pays ultra capitaliste qu'on se représente comme vraiment le pays qui a jamais douté des valeurs d'individualisme et de capitalisme qui sont les États-Unis, les deux premiers romans de Ayn Rand, c'est-à-dire Nous les vivants et après Hymne, ont eu soit des difficultés à apparaître, soit des critiques de la part des milieux intellectuels qui se sont montrés extrêmement froids parce qu'ils étaient eux-mêmes perclus d'idées communistes, ou en tout cas ils regardaient d'un œil intrigué et intéressé et ma foi assez bienveillant les abominations qui commençaient à poindre en URSS ou même qui avaient largement éclose. Donc voilà, est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? Est-ce que tu as envie de partir sur autre chose? Comment tu vois les choses, moi? Bah écoute, non, ça me... Enfin, je sais pas, Ayn Rand, toi, parce que peut-être il faut rappeler aussi, je sais pas à quel point les gens qui suivent notre podcast sont des gens qui suivent aussi toutes tes vidéos avec assiduité, mais que elle-même est... Il devrait. Elle-même est un transfuge, en fait, qui est passé de l'Est à l'Ouest, en fait. Oui, si on peut dire ça, avant qu'il y ait l'Est et l'Ouest, tel qu'on se le représente après-guerre, mais oui, tout à fait, effectivement. Et en fait, elle a tout fait pour partir du RSS à partir du moment où les communistes sont arrivés au pouvoir, alors qu'elle était elle-même plutôt favorable à une pensée socialisante dans son adolescence. Et en fait, elle a vu en action ce que c'était, elle s'est dit, mon Dieu, mais c'est horrible. Elle a tout fait pour se barrer aux États-Unis. Elle se barre aux États-Unis et elle tombe sur des communistes mentaux dans les milieux intellectuels. Tu sais, je vais faire comme l'autre, là, des sales gauchistes. Voilà, elle tombe sur des sales gauchistes et en fait elle a toute sa vie après elle a ferraillé contre eux. Le premier scénario qu'elle a réussi. Attends, mais tu sais pour le coup, tu sais qu'on avait reçu Radou il y a pas si longtemps dans un podcast. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, toute proportion gardée, un parcours un petit peu similaire parce qu'il a connu un petit peu le communisme, etc. Tout à fait. De temps en temps, lui me dit mais c'est incroyable, j'ai quitté un enfer pour arriver pour le revoir se construire devant moi, tu vois. Genre, c'est ce côté un peu où tu revois un truc poussé alors que tu sais, toi, très bien la conclusion de ça, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, la plupart des gens qui veulent, dans le communisme, ils veulent voir l'espèce de fraternité du grand soir, etc. Mais ils voient pas, en fait, l'administration tentaculaire qui bouffe ta vie, la floraison des normes complètement délirantes, la tchéka qui vient te prendre tes biens la nuit, la paupérisation express de la population où, en fait, en 1917, un paysan riche en Russie, c'est un mec qui a 50 hectares de terre. En 1925, c'est un mec qui a une poule. C'est littéralement ça, le truc. Enfin,
les gens voient pas ça. Et tu sais, c'est la fameuse phrase de Bossuet, enfin la phrase, comment dire, apocryphe, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, je vais arriver à le dire. Qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Mais oui, non, mais pour avoir creusé, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion là, il y a pas très longtemps avec un marxiste très convaincu, mais un petit peu plus nuancé et subtil que la moyenne des marxistes, donc ça m'a été très agréable de discuter avec lui. Notamment sur tout ce qui est un peu c'est quoi le but final, tu vois. Et bon, parce que c'est la lutte. Non mais tu sais, il y a cette espèce de blague sur le vrai communisme et tout. Et en fait, les gars te disent toujours l'URSS c'était pas le vrai communisme, parce que pour eux, en fait, l'URSS c'est un communisme de transition qui est censé te permettre d'aller vers un État où en fait, il y a la théorie qui est derrière, qui est complètement délirante, c'est que normalement, c'est que ce communisme de transition doit déclencher un choc de productivité qui permet de générer tellement de production et d'abondance que en fait, plus personne n'a besoin de bosser. En gros, c'est ça si je devais écrire ça sur un post-it, c'est ça le délire. Le truc, c'est qu'en pratique, même moi, je suis allé regarder, en fait, entre les années 20 et les années 60, le temps de travail nécessaire pour avoir 1 kilo de pain a augmenté de 15 à 20% en URSS. Si tu veux, en fait, ce choc de productivité n'a jamais existé. Et en fait, l'arnaque, si tu veux, c'est que les gars te disent « Ah ouais, mais en fait, non, mais le vrai idéal, c'est après, tu vas voir, machin, c'est super. Et c'est pas de chance, ça s'est pas réalisé. » Et en fait, se disent pas, tiens, mais en fait, c'est peut-être juste parce que notre idée de choc de productivité, c'est un peu de la merde, en fait. Peut-être que ça repose sur rien. Peut-être que ça va jamais se produire, tu vois. Peut-être que c'était faux depuis le début. Bon, voilà. Et bref, donc ça, c'était une partie qui m'a un peu intrigué dans notre discussion. Et puis une autre partie qui m'a un peu intrigué dans notre discussion, et j'en profite pour la partager avec les gens, c'est en fait à quel point l'idéal communiste, le vrai, celui qui arrive tout à la fin quand c'est le vrai communisme, d'accord ? En fait, il a une certaine niaiserie. Il a un côté enfantin qui me fascine. Parce que si tu veux, oui, tout à fait. C'est des gars qui te disent... C'est le Père Noël, en fait. Oui, alors ils te reprennent une citation de Marx qui est extrêmement connue. Je ne vais pas vous la refaire parce que je la cite de tête. Mais en gros, Marx dit, voilà, la vraie liberté, c'est quoi ? C'est de pouvoir être chasseur le matin, pêcher l'après-midi et écrire de la critique elle est horrible, cette phrase, soir, ou je ne sais plus quels sont les moments de la journée. Enfin bref. Et ils te disent, mais... Tu vois, c'est ça l'objectif et tout. Oui, d'accord, mais en fait, pourquoi je vais aller à la pêche si j'ai des boîtes de conserve qui se produisent automatiquement avec du poisson dedans ? En fait, je vais pas aller à la pêche. Non, mais... et donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont vraiment bizarres. En plus, aller à la pêche, c'est spéciste. C'est spéciste, monsieur Majérôme, d'aller à la pêche. Donc, en fait, la convergence des luttes t'interdit d'aller à la pêche parce que tu n'as pas le droit de martyriser un pauvre animal qui a rien demandé. Ouais, non, mais il y a ça, mais puis même, en fait, même il y a des choses qui sont un peu bizarres parce que tu vois, du coup, en fait... il y a des aspects entiers de l'économie qui disparaissent. C'est-à-dire que les services, par exemple, ça n'existe pas dans un monde communiste parfait. Non. C'est-à-dire que si personne ne travaille pour produire quoi que ce soit, en fait, je veux dire, si tu choisis de travailler, entre guillemets, pour toi-même quand tu en as besoin, etc., tu rentres dans une boutique de fringues, il n'y a personne, d'accord ? Tu as des fringues qui sont là, tu prends ce que tu veux, tu as un robot éventuellement qui a rapporté les fringues, moi j'en sais rien, enfin... On peut imaginer ce qu'on veut, mais en fait c'est une société super triste, tu vois. Genre, intrinsèquement, l'utopie en question, c'est juste des gars qui veulent pas bosser, et moi je comprends qu'ils aiment pas bosser, mais en fait c'est pas parce qu'ils t'enlèvent le boulot que d'un seul coup ça fait une société heureuse, tu vois. Genre ça fait une société où tout le monde est tout seul dans son coin comme un con, ok, il y a des pizzas qui se livrent toutes seules sur le pas de la porte, il y a des trucs qui arrivent, et puis voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait l'URSS c'est la version cauchemardesque en mode frontal cauchemardesque de cette idéologie, mais il y a des aspects de notre société qu'on pourrait dire consumériste, mais qui en fait est une société communiste qui s'ignore, et qui s'ignore d'ailleurs de moins en moins, postmoderne, qui nous renvoie à la même chose, parce que tu vois, tout ce que tu disais sur la vacuité, aujourd'hui, tu as des tas de gens en fait en France qui travaillent pas ou peu, qui vivent d'aide sociale, de minima sociaux, de retraite parfois, voire de bullshit job. Les bullshit jobs, oui, exactement. Est-ce que c'est pas le bullshit job où en fait les mecs travaillent pas vraiment.
Oui, ça non, mais surtout, les mecs travaillent pas vraiment. Parce que moi, combien j'en connais des gens qui ont des emplois de bureau où en fait, officiellement, ils sont à 37 heures, mais quand tu déduis qu'ils arrivent en retard tous les matins, ils partent en avance tous les soirs, ils font 2 heures de pause déj le midi, ils font 3 baby-foot dans la journée, 5 pauses café, 8 pauses clope, et qu'en fait, le reste du temps, en fait, ils sont sur leur téléphone en train de scroller Instagram et TikTok. Excuse-moi, mais à la fin, il reste pas beaucoup d'heures de travail effectif. Je pense que la semaine de 4 heures, on doit y être, tu vois. Et le pire, c'est que quand ils s'avisent de bosser, c'est encore pire parce qu'en fait leurs postes sont tellement inutiles qu'ils ne font que générer de la friction et générer du ralentissement dans les vraies activités productives du pays, tu vois. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts à payer des gens, des fonctionnaires pour qu'ils restent chez eux, à condition qu'ils n'aient pas le droit de sortir pendant les heures de bureau et de rien faire. Ils ont le droit d'interagir avec personne, tu vois. Et ça nous laisserait l'occasion de faire des choses. En fait, le monde se divise entre gens qui veulent faire des choses et les gens qui veulent pas faire des choses, et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Simplement, il faut pas que les gens qui veulent pas faire empêchent les gens qui veulent faire de faire. Voilà, c'est le sens de ce que je veux dire. C'est un peu, je sais pas si tu as suivi l'espèce de truc qui est devenu un mème quasiment de Elon Musk avec le Doge et tout là, où le gars dit c'est quoi les 5 trucs que vous avez fait cette semaine, tu vois. Bah, en fait, je pense qu'il y a des Josiane en France qui auraient du mal, qui se mettraient à bégayer très fort et à parler chinois en même temps, tu vois. Attends, moi je vais dire un truc. J'ai eu un boulot pendant un moment où en fait toutes les semaines, à la fin de la semaine, c'était littéralement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que tu avais un papier, en gros, tu devais te dire à la fois ce que tu avais fait comme avancée cette semaine sur ton poste et ce que tu comptais faire la semaine prochaine. Bah, moi pareil, okay. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que ça ne résout pas vraiment le problème. Parce que comme d'habitude, la loi n'est rien, l'application de la loi est tout. Et en fait, quand c'est Musk qui relit ton mail, si tu essaies de le bullshiter, bon, je pense qu'il va le voir, ou au moins il va le sentir à terme, tu vois. Ou alors, il faut vraiment être bon et assez fin. En revanche, quand nous, on devait remplir ce document poste par poste dans la boîte où j'étais, mais qu'est-ce qu'on racontait, mes frérots, mais c'était n'importe quoi. On s'est inventé. Tu sais, un mail qu'on avait tapé à un moment donné, tu sais, en 2 secondes, ça devenait négociation pour le suivi d'un dossier extrêmement important, je sais pas quoi, tu sais, en fait, le truc devenait. En fait, ça devenait. Le classique, le gars qui s'invente une live, quoi. Mais ouais, mais en fait ça devenait comme à l'époque du communisme, justement, où les mecs, en fait, tu sais, ils géraient, par exemple, je te donne un exemple, t'es un général à la fin de l'ère soviétique, et en fait, tu vas avoir des kalachnikovs pour tout le monde. Tu sais que si tu dis que t'as 10 000 hommes sous tes ordres, on va t'envoyer 1000 kalachnikovs. Or, toi, t'as besoin de 10 000 kalachnikovs, donc tu vas dire que t'as 100 000 hommes sous tes ordres. Et donc, en fait, tu mens sur un papier pour avoir le résultat que tu veux à la fin, parce qu'en fait, l'administration est une folie décorrélée de toute réalité concrète. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'en fait, quand l'URSS s'effondre et que Poutine arrive au pouvoir, et ben en fait la Russie ne sait littéralement pas combien elle a d'hommes sous les drapeaux, parce que en fait tous les chiffres depuis 25 berges sont pipé. Et c'est pareil pour les chiffres de munitions, les chiffres de cartouches, etc., les chiffres de ration alimentaire, tout est pipé. Et si tu veux, je pense que Musk, encore une fois, sa méthode, elle marche parce que c'est traité après et regardé avec le regard cinglant d'un Américain brutal, tu vois. Mais si c'est regardé avec la mollesse, la complaisance et la fibre sociale mal comprise et mal assimilée d'une administration française décadente, je pense pas qu'on obtienne quelque chose d'intéressant, tu vois. Il y a un shift culturel, un réveil qui ne s'est pas opéré de ce point de vue-là, je pense. Toi, tu penses qu'il y a combien de fonctionnaires en France qui sont de trop ? Tu vois, si tu devais faire un Doge français, combien de personnes tu penses c'est 5% des effectifs, 10%, 50% ? Putain, c'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que c'est facile de dire... tu sais, j'ai envie de te dire, tous ceux qui sont pas profs et médecins, c'est dehors, tu vois. Mais en fait, non, parce qu'après, on va me dire, les flics, ok, attends, faut garder quelques flics, voilà, faut garder... Bon, tu vois, on s'en sort pas. Mais je pense que en fait, je connais personne dans la fonction territoriale qui soit utile, par exemple. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer par virer des pans entiers comme ça à l'intérieur. Je pense que, en fait, il faudrait un gigantesque audit de la France, mais qui regarde les délais dans d'autres pays. Tu vois, par exemple, je sais pas combien de temps il faut pour avoir un passeport dans tel autre pays du monde, je sais pas, à Dubaï par exemple, ou même en Europe si tu veux, en Italie ou en Irlande, combien de temps il faut pour avoir un passeport. Et en fait, tu prends le délai qu'ils font et tu dis, bah nous on est français donc on fait mieux que tout le monde, donc on va diviser ce délai par 2, et après tu regardes ce qu'il faut pour diviser ce délai par 2. Et spoilers, il faut pas plus de gens qui travaillent dessus, il faut moins de gens qui travaillent dessus pour que ça aille plus vite et qu'il n'y ait pas de force de friction. Tu sais, on a fait un épisode sur Clausewitz tous les deux, sur le livre de Clausewitz, et ce qu'on avait démontré,
avec Clausewitz, c'est que en fait, ce qui pénalisait le plus une armée finalement dans une bataille, c'était les frictions, c'est-à-dire les petits ratés de communication, les petits délais pour qu'une information circule, pour qu'un mouvement s'exécute, etc., qui font que la réalité, sur le papier, un truc qui passe, en fait, dans les faits, passe pas forcément. Et je pense que pour que l'administration française devienne autre chose que l'espèce d'enfer qu'elle est devenue, il faudrait que la friction soit réduite et donc le nombre d'intervenants soit divisé facilement par 10, tu vois. Voilà. Moi, je crois qu'il y a aussi en fait, la simplification a des vertus en soi, en fait. Parce que, tu vois, je me rends compte qu'il y a des tas de trucs qui sont obèses de petites minuties qu'il faut avoir, il faut gérer plein d'approvisionnements différents, etc. Tu prends un truc aussi bête que les tickets de métro et de RER, ça a l'air de rien, mais tu fais un tarif unique où... En fait, non, tu fais un truc simple. Mais t'as vu le nouveau tarif parisien ? T'as vu le nouveau tarif parisien ou pas ? C'est n'importe quoi. C'est en fait, selon si tu prends le bus ou le métro, selon si tu prends avec tel forfait ou avec tel autre, selon si tu habites à Paris ou pas, en fait, tu te retrouves avec des prix du ticket qui vont de 1,60€ à je crois, 2,50€ ou un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait. plus de ça, tu as des histoires où tu as le droit de faire des connexions, pas de connexion, une connexion par jour, je crois, si tu passes d'un RER à un bus, mais une seule par jour. Genre, si dans l'autre sens, tu reviens avec le bus et tu veux prendre le RER, c'est mort. tu peux pas faire un aller-retour. Ouais, c'est ça. Mais il y a des tas de trucs comme ça. Et en stupide, fait, tu ferais un système simple où tu dis c'est 2€ le truc, quel que soit le trajet, on s'en fout, on veut pas savoir. Ça simplifierait tellement tout que en fait les économies que tu ferais sur le reste compenseraient les éventuelles pertes de sous que tu ferais, tu vois. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit avec l'esprit. Par contre, je suis pas d'accord avec le tarif. 2€, c'est beaucoup trop. Je veux dire, normalement, le ticket de métro, ça devrait valoir 10 centimes. Hein. Je veux dire, vu les conditions dans lesquelles tu voyages, les délais pas possibles, les mecs qui veulent te chlasser à Strasbourg-Saint-Denis et à Barbès, excuse-moi, mais je suis désolé. Et je pense que dans les autres villes de France qui ont des métros, c'est pas beaucoup mieux. Je pense que tu vois, les mecs qui sont à Lyon, arrêt à la Guillotière, là, t'avais un mec qui s'était fait chlasser il y a 2-3 semaines. Plus que ça, maintenant, il y a un mois. Bon, en fait, à un moment donné, je pense que 10 centimes, c'est déjà vraiment cher payé pour aller dans ce coupe-gorge fumant qu'est le métro parisien. Écoute, moi j'ai pas de problème à payer 2€, mais par contre, je mets une règle supplémentaire, c'est que s'il y a un retard de plus de 10 minutes sur ce qu'indique un site quelconque d'estimation de ton temps de trajet, tu te fais rembourser à 100%. Voilà. Moi, je veux bien, mais... Ah ouais, tu sais, là, ils vont te contourner ça en te mettant un délai, genre ils te diront que pour faire 3 stations, il faut 2h30. Ouais, je sais, je connais. Ils mettront un truc comme ça. Mais non, mais en fait, la vérité, c'est que de deux choses d'une, soit le métro, tu payes vraiment ton ticket 2€, mais à ce moment-là, je suis désolé, mais t'es pas imposé comme t'es imposé, parce que le métro, c'est comme un... Alors, ils vont te dire, gna, c'est à moitié privé, machin truc et tout. Excuse-moi, l'autre fois, j'ai pris le métro, tu sais sur qui je suis tombé ? Je suis tombé sur Jean Castex, c'est pas une blague, parce que c'est Jean Castex qui dirige la RATP maintenant. Ouais. Un ancien Premier ministre français dirige la RATP. Le mec, il sortait de garde à vue, il avait été en garde à vue 2 jours avant parce qu'il y avait un soupçon de prise illégale d'intérêt ou un truc comme ça. Le gars, il brassait des millions et il est parti à la RATP. Voilà, il est passé donc ça te donne une idée de la gabegie qu'il doit y avoir derrière. Donc excusez-moi, la RATP, c'est littéralement le prolongement d'un service public et donc d'un truc payé par les impôts. Donc soit tu m'imposes moins et tu me fais payer mon ticket 2€, et genre tu m'imposes vraiment moins, genre tu divises par 4, soit tu m'imposes comme maintenant, mais le métro il est gratuit, tu vois. Et en plus, il y a Jean Castex qui me cire les pompes quand je sors du métro à la fin. Voilà. C'est pour ce prix-là, excuse-moi, j'ai le droit à l'option mes pompes sont nickel. Eh bah écoute, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a pas mal dérapé, tu vois, un peu déraillé, je dirais presque comme un métro. Non, on a terminé sur Zazie dans le métro. Voilà, c'est bon. Je reboucle sur la littérature, tout va bien, on est bien. Waouh, bien vu, bien vu. Bon, par contre, le lien avec la diplomatie là, on l'a perdu. Hein, Oui, mais attends, parce que on a quand même parlé. Alors Raymond Queneau, le plus grand diplomate de la France. Non, mais ce dont on a parlé à la fin, finalement, c'est d'infiltration d'idées étrangères dans le débat public. Et ça rejoint beaucoup des trucs qu'on entend aujourd'hui, notamment sur Trump qui serait un poutinien, ou sur Zelensky qui serait un je sais pas quoi, un homme de l'état profond américain. Enfin, on entend beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est des accusations qui sont pas forcément infondées, ça dépend des cas, et surtout qui datent pas d'hier. C'est des débats qu'on a eu à toutes les époques. Dès que tu avais un homme politique qui était proche de l'URSS ou au contraire proche des Américains, on disait que il était vendu, etc. Et donc ça, c'est des grandes questions qui traversent encore une fois la littérature, l'histoire et puis la géopolitique actuelle. Donc là, pour le coup, on est à 100% dans le thème, je crois. Bon, bah écoute, ce rattrapage était bienvenu. Est-ce que tu veux reparler encore une fois des prouesses réalisées par la Giberne, ou tu penses que les gens, il suffit juste de leur dire vous savez déjà quoi faire et ça suffit?
Alors j'aimerais qu'il suffise de dire ça aux gens, mais malheureusement, il y a encore trop d'aptères à qui il faut greffer des ailes pour qu'ils s'envolent et qu'ils aillent lire de la bonne littérature. Non mais moi, ce qui me fait vraiment plaisir, et ça vraiment je le dis, et c'est bien qu'on le dise en fin de podcast, comme ça c'est que pour les gens qui sont restés jusque là, c'est vraiment qu'on a des lecteurs vraiment incroyables à la Giberne, des types vraiment formidables qui me font des super retours. Il y a un auteur qu'on va très probablement, c'est pas encore signé, mais très probablement intégrer au catalogue en 2026. C'est une histoire incroyable. C'est son fils, mais son fils doit avoir 25 ans, tu vois, qui suivait la chaîne, qui kiffait, qui m'a dit, qui est venu me voir, il m'a dit ouais, mon père il a écrit un roman un jour, tu vois, est-ce que je peux t'envoyer 2 pages pour que tu regardes? Il m'envoie les 2 pages, je fais putain, ça a l'air pas mal. Il me dit bah attends, je vais voir avec lui si ça pourrait pas l'intéresser de le publier chez toi et machin. Il m'envoie et en fait t'as des lecteurs incroyables qui viennent te voir et qui disent parce que lui il m'a dit oui, j'ai lu je sais pas quoi, ça, grâce à toi ça m'a plu et tout. Vraiment je trouve que la communauté qui est autour de ce qu'on fait est vraiment alors bien sûr comme partout il y a des connards, il y a des pisse-froids, il y a des imbéciles, oui ok comme partout, mais globalement la tendance générale c'est quand même des gens vraiment exceptionnels, vraiment formidables, et chaque fois que j'échange avec eux je suis bluffé, et donc voilà, un grand merci et un cœur sur vous, voilà, comme disent les influenceuses, parce que vraiment du super boulot, et voilà, chaque fois que vous soutenez la Giberne, vous rendez cette communauté plus forte, vous me permettez de proposer des meilleurs projets, de lancer des nouveaux chantiers, de faire advenir de belles découvertes, de belles rencontres, etc. Et donc voilà, vous investissez dans un truc qui a vraiment du sens, beaucoup plus qu'un trajet en métro à un tarif complètement prohibitif, supplément bouteille de pisse à Barbès-Rochechouart, tu vois. Donc voilà, maintenant choisissez où mettre votre argent, les gars. Bah écoute, c'était un très beau plaidoyer, je souscris totalement. C'est vrai que ce soit toi ou moi, enfin on serait rien sans nos communautés respectives. Et c'est vous qui donnez de la force à des projets, c'est vous, enfin nous on impulse des choses, parfois même on suit des idées qui viennent de certains d'entre vous. Ça arrive qu'on ait des gens qui nous envoient des propositions, des trucs, et on se dit tiens, bah, pourquoi pas. Et en fait c'est parce qu'il y a une communauté de gens derrière qui sont là, qui sont prêts à relayer, qui sont prêts à partager ce qu'on fait, qui en parlent autour d'eux, qui sont prêts à acheter. Que en fait on arrive à monter ces projets, et tout ce qui touche à l'édition, c'est forcément des montants en jeu qui sont pas négligeables, parce que il faut faire des impressions, il faut gérer des sites de e-commerce, machin, tout ça ça coûte, et en fait nous ça nous permet c'est grâce à votre soutien qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, et qu'on vous donne une part de satisfaction, et donc ça, moi je le vois comme un truc gagnant-gagnant où à la fin tout le monde est content. Enfin nous on a fait des beaux projets, vous avez eu des bons produits, puis c'est quand même très beau, ouais. Tout le monde est content. Mais tu te rends compte, enfin moi c'est peut-être particulièrement vrai dans mon cas, mais je veux dire moi je suis littéralement, je gagne ma vie littéralement tous les jours en me levant et en allant travailler sur de la littérature, sur des grands auteurs, sur des gens qui pourraient peut-être un jour devenir des grands auteurs. C'est extrêmement motivant, mais chaque matin, mais vraiment chaque matin je commence avec une espèce de poussée de gratitude envers tous les gens qui me permettent de faire ça, et je me dis putain, mais la vie est belle, tu vois. Et je trouve que c'est un luxe absolument inouï et incalculable à une époque où la plupart des gens se lèvent pour aller faire un métier qu'ils n'aiment pas, pour aller dans une vie qu'ils n'aiment pas, dans une situation professionnelle qui ne leur convient pas. C'est quand même un luxe qui est quand même incroyable d'avoir une brique de sens pareil au milieu de sa vie, quoi. C'est un truc vraiment formidable. C'est l'instant gratitude. Sache que ce luxe que tu as, je ne l'ai pas encore, donc j'en suis 2 fois plus conscient que toi. Acheter des bouquins à Moss pour qu'ils puissent enfin avoir un business plan et comment dire, et pouvoir vous régaler à plein temps, ce serait que justice. Et Radou aussi d'ailleurs. Et puis la semaine prochaine, on aura très probablement un invité. On va arriver à quelque chose, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après, donc voilà, le suspense est garanti. Et ben voilà, merci beaucoup à toi mon cher Hussard, et puis merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci à toi Moss. À la semaine prochaine.